Woo! Hey! I'm not sure it's Alors, chers amis, chers collègues, patients, membres du comité consultatif, soignants, tout le monde, soyez tous les bienvenus. Soyez les bienvenus à cette quatrième sommet de la Fédération des patients de la fibrose pulmonaire. Je vais partager mon écran avec Alba qui va passer 30 minutes à vous faire une présentation. Nous allons commencer par la voix des patients de la fibrose pulmonaire en Europe. Alors tout le monde ne sait pas qui nous sommes, ce que nous sommes, donc nous allons commencer par vous dire cela. Donc, nous réunissons 23 organisations membres de 18 pays différents en Europe et quand les gens m'arrêtent et me demandent où est-ce que vous vous trouvez, je dis en Europe. Et ils me disent mais où en Europe? Et je dis nous avons des adresses postales à Bruxelles, nous avons un secrétariat à Barcelone, nous avons des membres du comité directeur partout en Europe et aucun d'entre nous ne vit ici. Et donc en fait nous sommes une organisation pan-européenne véritablement. Merci aux organisations membres, nous sommes là pour vous. Donc, nous avons été créés en 2016, même si je ne m'exprime pas tout à fait correctement, je peux voir que c'est le 10e anniversaire aujourd'hui. Donc, il y aura le dîner pour célébrer ce 10e anniversaire demain soir. Alors, je ne vais pas lire tout le texte. Vous pourrez faire cela par la suite parce que nous sommes légèrement en retard. Mais notre objectif est de défendre le droit des patients et cela veut dire le droit des soignants également et des aidants parce qu'ils sont aussi importants que les patients et souvent on les appelle le patient oublié. Notre mission est d'être une ressource en qui on peut avoir conscience, une source d'information et pour pouvoir permettre à atteindre toutes les personnes nécessaires. Notre objectif, c'est de promouvoir l'accès à des informations précises, non biaisées. Cela devient de plus en plus important dans le monde d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle où tout le monde se demande comment est-ce que je peux traiter ma maladie, qu'est-ce que je peux faire. Stimuler la collaboration avec les experts scientifiques et la société médicale. Je suis ravie d'avoir tellement de membres du comité consultatif scientifique avec nous aujourd'hui et cela correspond bien avec leur direction scientifique médicale. Ils auront leur réunion de printemps ce week-end. Donc, nous avons un représentant dans ce comité, Liam, qui nous rejoindra demain, mais la majorité des membres du comité consultatif seront à cette réunion. Donc, si vous avez plutôt choisi de venir assister à notre réunion plutôt que celle du comité consultatif, nous en sommes très fiers. Soutenir la création de groupes de patients, défendre les droits des personnes qui vivent avec la fibrose pulmonaire, la FP, et aider à s'en sortir dans tout ce système de soins. C'est pour cela que la délégation suédoise n'est pas là aujourd'hui parce que ils ont un nouveau rapport et beaucoup de travail de défense des patients en Suède, donc ils ont décidé de venir plutôt la prochaine fois. Faciliter l'échange d'informations et la collaboration entre les patients européens parce que les médecins sont bons. Tout le monde fait bien son travail, mais ils sont un petit peu dans leur propre bulle. Améliorer l'accès au traitement dans toute l'Europe. Donc, le comité directeur, voici tous les membres. Je suis le président et nous allons vous présenter Chantal. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Chantal est la secrétaire. Elle est belge.
Radostina. Radostina ici. Elle est bulgare. Steve, je vous vois. Steve, on le reverra demain. Steve est britannique. Stefano, voilà. Stefano d'Italie. Liam, qui nous représente à la réunion de printemps, il nous rejoindra demain, et Meltem de Turquie, qui malheureusement n'a pas pu encore nous rejoindre. Bien. Alors, comment est-ce que l'on travaille? Alors, vous voyez que nous sommes tous des patients ou des aidants dans ce comité. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire. Ça veut dire que on a construit ici, mis en place plusieurs comités qui font des rapports au comité directeur. Comme ça, on peut faire participer plus de personnes et ils vont prendre chacun leurs responsabilités, les représenter au comité directeur pour que le comité directeur puisse être informé et prenne les bonnes décisions à partir d'informations de qualité fournies par tous. Donc, nous avons un comité de recherche dirigé par Steve Jones. Nous avons un comité de défense et politique dirigé par Liam et j'y reviendrai par la suite parce que nous travaillons beaucoup en termes de politique et de plaidoyer. Le comité de gouvernance qui est dirigé par Chantal et le comité finance qui est dirigé par Stefano. Alba, que vous rencontrerez par la suite, et moi-même sommes dans les différents comités. C'est pour ça que nos noms ne sont pas à l'écran, mais c'est un instrument de grande valeur pour le comité directeur pour pouvoir effectuer tout ce travail. Et nous avons l'équipe la plus importante, l'équipe exécutive, qui vont vous diriger ici. Alba, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Directrice exécutive. Anna, je vous vois là-bas au fond. Anna est avec nous. Nous avons Linda. Est-ce que Linda est là? Oui. Elle est directrice événementielle. Et nous avons Gergely il est là. Il est là. Conseiller politique. C'est un rôle important. Cela veut dire que c'est lui qui traduit toutes ces questions administratives, toutes ces questions de gouvernance complexe et ce travail politique qui est fait par l'Union européenne ou par d'autres organisations, il est notre voix au sein de cette communauté et il peut traduire toutes les informations qui nous arrivent. Ensuite, nous avons Sarah. Sarah est derrière et elle s'occupe des communications. Donc, c'est eux qui organisent tout le travail quotidien. Et il y en a quelques-uns d'entre eux qui vivent dans le même pays. C'est pour cela que nous disons que nous sommes véritablement européens, parce qu'ils ne vivent pas tous dans le même pays. Alors, ces 10 dernières années, nous avons travaillé, ça fait 10 ans, donc pour la politique et les plaidoyers, recherche, renforcement de capacité, organisation de sommets, et bien sûr les campagnes de sensibilisation et on vous en reparlera par la suite. Alors, j'ai 2 planches très courtes ici. Il faut faire éclater les bulles, ça c'est l'une de mes thèses parce que nous travaillons tous, je pense que tous travaillent dans sa propre bulle. On a les professionnels de santé, on a les patients, les aidants, on a les laboratoires et les technologies médicales et tout le monde travaille dans sa bulle. Essayons, comme je le dis souvent, les patients qui vivent les maladies, les aidants qui savent quel impact cela peut avoir pour les patients et les professionnels de santé consacrent à traiter ces maladies. Et donc, c'est seulement quand on fait éclater les bulles que l'on peut permettre le partage de connaissances uniques de chaque groupe, que l'on peut avoir une véritable symbiose pour le patient. Donc, il faut créer l'équipe de rêve, la Dream Team, pour l'avenir. Et c'est ce que je veux que vous gardiez en tête avec toutes ces différentes bulles et pour pouvoir faire éclater ces bulles, pour pouvoir partager toutes ces informations. Ensuite,
vous avez déjà reçu, vous allez recevoir beaucoup d'informations de qualité. C'est important pour ces 3 jours. Ici, c'est ce qu'on appelle, c'est Internet, on appelle ça également une décharge d'informations. Trouver des informations, ça n'est pas difficile. Trouver des informations de qualité et des informations, des connaissances, ça peut être plus difficile. Rappelez-vous que tout le monde a son agenda, il faut juste trouver le bon. Les informations ont toujours une date de fraîcheur, une date butoir. Il faut voir si ces informations ont déjà expiré ou pas, parce que sur Internet, c'est toujours pas évident à voir. Les réseaux sociaux, alors il y a quelques experts, mais la plupart sont très peu qualifiés. Et donc, je vais vous souhaiter maintenant la bienvenue et je vais donner la parole à Alba. Merci. Thank you, John. Merci, John. Encore une fois, je vais vous souhaiter à mon tour la bienvenue à Bruxelles, mais je voudrais dire bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Nous avons plus de 280 personnes qui se sont inscrites en ligne et qui vont peut-être participer activement aujourd'hui. Alors, le titre de cette planche, c'est les questions pratiques, parce que le chaos n'est pas à l'ordre du jour, mais parfois on ne le voit pas, mais il est là. Et c'est pour cela qu'on est là pour vous aider. Tout d'abord, je voudrais remercier le groupe de travail qui soutient le secrétariat pour organiser ce sommet. Nous avons John, Chantal, Jean-Michel, Stéphano et Tom qui ont été essentiels pour concevoir l'ordre du jour et le sommet dans son ensemble. Merci beaucoup pour le temps passé, pour toutes les réunions et pour tous les retours d'informations. Alors, pour la traduction simultanée, si vous êtes ici sur place et que vous avez des casques, voilà les canaux. Le français sur le canal 1, néerlandais canal 2, allemand 3 et anglais 4. Et si vous avez des casques et que vous voulez passer au canal anglais, vous pouvez aussi utiliser les casques pour cela. Pour ceux d'entre vous qui sont en ligne, vous devriez entendre la traduction simultanée. Nous avons français, allemand, néerlandais, italien, grec et espagnol. La seule chose que vous devez faire, c'est aller cliquer en bas de l'écran sur le petit casque et choisir votre langue. Si vous avez des problèmes, vous pouvez le signaler dans la zone de texte et on vous aidera en ligne à trouver la bonne langue. Encore une fois, les swap cards. Alors, c'est comme ça qu'on reste connecté avec ces QR codes pour les participants en ligne, mais également avec vous ici sur place. Nous aurons des opportunités, soit de faire du networking, vous verrez l'ordre du jour, vous pouvez vous inscrire dans les ateliers et vous pourrez participer sur les appels. Donc, si vous n'avez pas l'application sur votre téléphone, veuillez la télécharger parce que sinon, vous ne pourrez pas participer lors de certaines interactions qu'on a prévues pendant ces 3 jours. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont en ligne, comment est-ce que vous pouvez poser des questions? Alors, en bas de votre écran, vous avez un bouton qui s'appelle Live Interaction ou Interaction en direct. Et là, la zone de chat, c'est plutôt pour les commentaires, mais quand on va faire la section questions-réponses, vous devrez poser vos questions dans la partie questions. Si on a déjà posé la question que vous vouliez poser, vous pouvez voter pour cette question, comme ça on saura que ça intéresse plusieurs personnes. Si vous êtes dans la salle et si vous ne voulez pas poser des questions à voix haute, vous pouvez faire la même chose sur l'application et on les regardera et on va s'assurer que l'on réponde bien à toutes les questions. Ensuite, il y a la section sondage. Pour les questions-réponses, il y a plusieurs choses qu'on veut vous demander. Donc, c'est de rester bref et pertinent pour éviter toutes les informations personnelles médicales dans vos questions. On vous encourage toujours à avoir un dialogue respectueux. On peut avoir des avis divergents, mais on doit le faire de manière respectueuse. Et on vous demande également d'écouter. Faites attention à ce qu'on n'ait pas déjà répondu à la question. Bien.
Donc, on va faire un petit test. Voyons qui a téléchargé l'application et on verra comment ça fonctionne en ligne également. Donc, si vous pouvez passer à Swapcard et dans la séance d'ouverture, vous pourrez accéder à la question. Ma collègue Natacha a déjà lancé la session et on va vous poser une question très simple. Qu'est-ce que vous espérez de ce sommet? Des informations pratiques, de nouvelles connexions, du réseautage, des inspirations stratégiques, ou vous êtes venu simplement pour manger. Ça peut tout à fait se faire, mais je voudrais remercier Roselyne qui s'assure que les menus sont bien appropriés à tous. Alors, on vous donne quelques minutes pour répondre. Vous pouvez répondre qu'à une seule des propositions. Ensuite, on va avoir les résultats à l'écran dans un instant. Et c'est comme ça qu'on fait un test en direct. Alors, ça va arriver. I can see the ABT. Je vois que on se déplace beaucoup dans le fond, donc ça marche. Alors, je voudrais remercier les interprètes français, néerlandais, allemands qui sont sous le plafond derrière vous. Et si c'est pas possible maintenant, on regardera les résultats plus tard. Alors, il faut clore ce petit sondage, Natacha. Ah, c'est en français, donc peut-être que quelqu'un va devoir traduire pour moi. Donc, 50% d'entre vous recherchent des inspirations, des informations et ensuite des bonnes pratiques. Personne n'est venu juste pour la nourriture. Faut avoir beaucoup d'attentes. Est-ce qu'on peut revenir à la planche précédente, s'il vous plaît? Alors, maintenant, ce que vous voulez savoir, si vous ne connaissez pas encore le programme, qu'est-ce qu'on va faire dans ces 3 jours? Donc, nous aurons plusieurs séances qui ont été adaptées à notre public et il y a 2 types de séances. Vous savez qu'il y aura la plénière ici dans la Silver Hall, c'est ça qui est diffusé en ligne. Ensuite, il y a les ateliers qui se trouvent avec le petit logo rouge et vous devez vous inscrire. Si ce n'est pas encore fait, faites-le dans l'application et demandez au bureau d'information parce qu'on a un nombre de places limité. Ensuite, je vais donner la parole à Steve Jones, Hélène et Molina, qui vont nous parler de la science en action. Ensuite, il y aura un atelier sur comment aborder les inégalités dans les soins de la FP. Et ensuite, on aura une séance sur comment bien vivre après une transplantation. Et ensuite, le symposium d'un professionnel. Et ensuite, il y aura la réception au 5e étage dans ce bâtiment. Demain, c'est une longue journée, mais on va s'assurer qu'il y a suffisamment de temps pour que tout le monde puisse se détendre un peu. Nous allons parler de politique, nous allons parler des bonnes pratiques dans toute l'Europe, on va parler de génétique et d'innovation. Il y aura un atelier sur les problèmes pour l'ILD et il y aura des choses qui seront ciblées pour les communautés locales en français et ou en anglais. Ensuite, il y aura la question des remboursements et des bonnes tarifications et pourquoi notre communauté s'y intéresse. Et ensuite, on conclura la journée avec un atelier sur les aidants, comment les soutenir et enfin une dernière séance sur le diagnostic précoce et la prévention.
Comme John l'a dit, 2006, c'est le 10e anniversaire de l'EUPFF, donc nous allons fêter cela lors de l'anniversaire samedi soir. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire. Veuillez nous consulter le bureau d'information si vous avez besoin d'aide et vous trouverez toutes les informations au bureau d'information et vos billets. Donc pendant les pauses café aujourd'hui et demain, veuillez aller chercher vos tickets et on aura un bus gratuit qui partira d'ici à 19h25 de Motel One pour vous emmener au lieu de l'événement. Et alors, c'est pas un dîner de gala, mais on veut simplement que vous portiez quelque chose de bleu pour représenter l'organisation. Donc, bleu est la couleur de la tenue. Alors, j'avais le micro qui était trop haut, pardon. Dimanche, c'est une journée plus courte. On va essayer de terminer notre sommet. Nous aurons 2 mini-symposiums. C'est quelque chose de nouveau cette année. Et nous aurons 2 grandes sessions. Une sur la prise de décision dont on n'a pas encore discuté lors des sommets précédents. Et ensuite, on aura la cérémonie de clôture avec les conclusions des 3 jours et comment renforcer la communauté FP. Et ce qu'on essaie de faire ici, c'est que oui, nous avons toutes ces séances, toutes ces discussions, mais que doit-il se passer après? Donc pourquoi est-ce que EUPFF, qu'est-ce que l'on va faire après toutes ces discussions dans ce sommet? Et voilà, donc c'est un agenda bien chargé, mais nous espérons que vous pourrez en bénéficier et pour ceux qui sont présents, mais également les personnes en ligne. Alors, nous avons quelques posters, il en manque encore quelques-uns, mais nous avons des posters juste à l'extérieur de cette salle. Il y a quelques prix, donc on vous encourage à aller voir ces posters pendant les pauses café. Vous pourrez voter. Vous pourrez faire part de votre avis et donc on distribuera les prix à la cérémonie de clôture. Je crois que John a déjà fait la présentation, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit ces 3 jours, voilà les membres de l'équipe. Alors, on n'a pas peut-être le badge rouge qui dit organisateur, mais vous pouvez les contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. On voudrait remercier nos sponsors pour leur soutien. Sans eux, ce ne serait pas possible. Et nous espérons que vous passerez un bon moment. Et donc, quoi dire encore? Installez-vous confortablement, faites connaissance avec d'autres personnes, construisez votre réseau et j'espère que vous apprécierez cette conférence. Merci beaucoup. Now we're gonna give Et maintenant, je vais donner la parole à Steve, Maria et Hélène qui vont nous parler de la science en action. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. C'est la première session qui s'appelle Science en action, innovation dans le traitement de la fibrose pulmonaire. C'est une session que nous tenons à chacun de nos sommets et c'est la première fois que je suis présent et donc c'est vraiment quelque chose dont je me réjouis. Ces dernières années, nous avons connu des nouveaux médicaments, de nouveaux traitements qui viennent d'être approuvés par la FDA aux États-Unis. Nous espérons que ce sera accueilli également en Europe et au Royaume-Uni très souvent. Nous avons les tests Titon qui ont atteint la phase 3 et puis qui seront, nous l'espérons, approuvés. Et nous avons également un autre traitement BMS LPA1, un antagoniste. Et donc on croise les doigts également pour ce traitement. Donc vraiment, c'est une situation où il y a beaucoup d'espoir. Ça fait longtemps que nous n'avons pas connu un tel espoir. Il y a tellement de travail pour comprendre la microbiologie de la fibrose, la génétique qui sous-tend cette fibrose. Donc maintenant, nous espérons voir lors des traitements personnalisés, créer des solutions adaptées à chaque patient pour enfin mettre un terme à cette maladie. Donc, c'est un plaisir aujourd'hui de compter sur ces 2 collègues, Hélène Pinfrey de l'hôpital de Cambridge, qui est médecin respiratoire. Elle est également
chercheuse à l'Université de Cambridge. Elle fait partie du PFF depuis le tout début et de l'EU-PFF depuis son début également. Maria Molina, elle vient de Barcelone. Elle était également présente depuis le tout début. Elle était à la base de la charte. Et nous entendrons parler un peu plus de son histoire demain durant le dîner. Donc Maria, vous êtes à la tête des maladies pulmonaires interstitielles à Pelvice, c'est cela? Vous êtes également chercheuse en ce qui concerne les questions de maladies pulmonaires interstitielles à l'université. Donc nous allons discuter de FPI, mais pas uniquement. Et puis nous entendrons parler également de la fibrose pulmonaire. Et dans chacune de ces présentations, qui dureront environ 20 minutes, ensuite nous pourrons poser des questions. Nous entendrons d'abord les questions en ligne. Je sais que en ligne, on se sent un peu isolé. Donc vos questions seront les premières à être prises. Et ensuite, on passera la parole à notre public dans la salle. Donc je donne la parole tout d'abord à Molina. Merci beaucoup, Steve. C'est un plaisir pour moi de participer à une telle session. Je sais que c'est pour cela que nous travaillons dans le domaine des maladies pulmonaires interstitielles, les MPI. Nous discutons beaucoup, nous partageons nos points de vue. Nous essayons de maintenir la motivation également. Donc, je vous remercie beaucoup de cette invitation. J'adore le titre tout d'abord, La science en action. C'est magnifique. Mais pour moi, mon but n'est pas d'expliquer la pathogénèse, la recherche de base. Je ne vais plutôt rentrer que dans certains détails pour voir comment nous en sommes arrivés à l'ère des antifibrosants. Vous le savez, nous traitons la FPI avec des médicaments antifibrosants. Il y en a 2 sur le marché. Ce sont des molécules assez nouvelles depuis 10 à 15 ans. C'est en 2002, finalement, que la première hypothèse d'utiliser de tels traitements. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une amélioration de la connaissance, évidemment, qui a permis d'améliorer le traitement. Donc, ceci date de 2002. En 2022, une nouvelle approche en recherche clinique, c'est-à-dire les lignes de conduite cliniques, comment traiter les patients. Cela nous aide dans nos discussions avec l'administration. Donc, en suivant les références en matière de traitement, nous avons vu en 2022 l'ajout de l'approche thérapeutique exhaustive, holistique. Donc, cela nous permet d'avoir une approche plus intégrée du traitement pour tous. Et puis en 2025, tel que Steve l'a mentionné, c'est le début des combinaisons d'antifibrosants. Pourquoi? Parce que nous savons qu'un antifibrosant permet de ralentir la maladie, mais ne permet pas de l'arrêter. Donc l'objectif, c'est de l'arrêter, nous le savons. Donc l'objectif suivant, ce sera même de pouvoir renverser les effets de la maladie. Mais la première étape, ce serait tout de même d'y mettre un stop. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette pathogénèse, la cause de cette maladie, mais j'aimerais juste dire ceci. Ces 2 traitements en monothérapie sont inhibiteurs de différents parcours de la fibrose pulmonaire. Et c'est pour cela qu'il y a des effets bénéfiques, évidemment. Car cela n'agit pas que sur une voie, mais sur différentes voies. Ensuite, je voulais vous montrer autre chose. Nous avons les monothérapies. Nous avons les 2 nouveaux traitements en combinaison avec les monothérapies.
Mais bien plus que cela, nous avons de nombreux traitements qui sont en essai clinique. Certains sont déjà en phase 3. Cela signifie que certains d'entre eux, assez probablement, deviendront une réalité. Ce seront de nouvelles options de monothérapie, mais également de traitements combinés. Il y aura probablement 2 ou 3 nouveaux antifibrosants à l'avenir. Et donc l'objectif, ce sera d'arrêter le développement de la maladie. Et alors, quelques remarques et commentaires importants, ceux qui concernent l'essai clinique qui a été effectué pour le nérandomylaste, l'un des 2 traitements qui sera sur le marché dans les mois à venir ou les années à venir. Donc, lors de ces essais cliniques, plus de 1500 patients ont été évalués avec 2 doses différentes, 9 mg 2 fois par jour et 18 mg 2 fois par jour par voie orale, et également un groupe soumis à un placebo. Alors, ce traitement, ce médicament augmente le CNP dans la cellule et cela a un effet antifibrosant. Par ailleurs, aux côtés de cette action de la perfémidone et du nintedanib, cela vient s'ajouter. Donc il y a un effet également en monothérapie ou en combinaison de pirfénidone et de nintedanib. Donc vous pouvez voir ici sur ce graphique en monothérapie que les 2 dosages sont efficaces. Si on ajoute la nintedanib, on voit également une augmentation de l'efficacité. Et par contre, pour la pirfénidone, c'est seulement avec 18 mg 2 fois par jour que nous avons vu des effets. Donc à l'avenir, si nous devrons évaluer la combinaison des traitements en pratique clinique. Parce qu'avec la pirfénidone, il n'y a qu'avec 18 mg de nérandomylaste qu'il y a un effet positif. Pourquoi? Parce que ces traitements interagissent probablement. Donc ceci a été positif dans les 2 sous-groupes de patients. Donc cela prouve l'efficacité du médicament. Il y a un deuxième traitement antifibrosant, donc qui a été utilisé d'abord pour l'hypotension pulmonaire. C'est la prostacycline, donc qui était vu comme anti-hypertenseur, qui avait un effet positif sur le test de marche de 6 minutes pour les patients avec hypertension pulmonaire. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu des effets positifs. Sur le deuxième point, c'est-à-dire sur la CVF, la capacité vitale forcée. Il n'y a pas eu suffisamment de tests pour avoir une signification statistique, mais on voit quand même une amélioration dans ces groupes. C'est pourquoi nous avons décidé de passer à un essai clinique de phase 3 en ce qui concerne l'AFPI. Donc cela se fait dans différents pays, en Amérique latine et en Europe, mais également pour les États-Unis et le Canada. Donc cela durera 52 semaines, c'est-à-dire quasiment 1 an, avec des CVF de plus de 45% prévus. Donc cela inclut tous les patients. La titration, donc ce sera un traitement inhalé. On commencera par 3 aspirations toutes les 6 heures. Et ceci passera à 12 inspirations jusqu'à 12 inspirations chaque 6 heures, toutes les 6 heures. Donc nous avons essayé de voir s'il était possible de passer à 8 heures entre les inspirations. Donc l'objectif, c'est de ne pas réduire votre qualité de vie en diminuant le temps de sommeil. Mais avec cette dose, eh bien, nous avons eu des résultats positifs. Donc cela a permis de montrer un effet positif dans la diminution de la réduction de la CVF.
Donc là, en bleu, c'est le traitement et en rouge, le placebo. Donc sans aucune thérapie de référence ou monothérapie. Alors quand on analyse par sous-groupe, on voit que la corrélation est positive. Ensuite, d'autres résultats intéressants. Le temps avant que la situation de la maladie empire était plus long que lorsque les patients ne prenaient pas ce traitement. Donc la trépostiline. Et donc on peut voir des effets positifs sur la qualité de vie. C'est très important. Ces différences s'appuient sur les effets sur la dyspnée. C'est la première fois qu'un antifibrosant montre un effet de diminution sur la dyspnée. Par ailleurs, et c'est très important, il a un bon profil de sécurité. Parce que la nérandomylase avait des effets secondaires, la diarrhée. Mais moins qu'avec les traitements préalables. Et ici, avec ce traitement, on n'a que 20% de plus d'effets secondaires que ceux reconnus par ceux qui ont pris le placebo. Donc c'est assez bon. Il y a la possibilité de combiner ces traitements. Nous ne le savions pas jusqu'à maintenant. Cela nous donne des espoirs. Et troisième option, c'est la phase clinique, pour le moment, l'essai clinique pour cet antifibrosant, le tréprostinil et le nérandomylase. On ne sait pas vraiment où ces essais cliniques mèneront. Mais aujourd'hui, il y a 4 essais cliniques qui recrutent des patients. Donc chaque année, de nouvelles solutions apparaissent, des nouvelles solutions de traitement. Enfin, je sais que certains d'entre vous viennent d'une famille où il y a de la fibrose pulmonaire. Ce n'est pas très fréquent, mais c'est le cas, ça arrive. Donc il y a une cause génétique potentielle, une cause génétique de prédisposition. Et l'un des facteurs génétiques qu'on évalue le plus, c'est les anormalités du télomère. Cela veut dire que dans ce cas, on pourrait peut-être mettre fin à la maladie. Si on a des traitements sur ce sous-groupe spécifique de patients, cela permettrait d'aider également la descendance avant que la maladie ne progresse, avant qu'il y ait des limitations liées à la maladie. Mais tout n'est pas que de la pharmacologie. Et je peux vous dire qu'avec cette approche holistique du patient, les patients se sont trouvés assez heureux de leur capacité à effectuer de l'exercice, à vivre leur vie de tous les jours. Leur état émotionnel également s'est vu plus positif. Chaque fois qu'il y a des activités de marche, d'activités physiques hors hôpital, cela a des avantages sur le côté émotionnel. C'est ce qu'on retire des différentes enquêtes. Donc quel est le lien entre la performance physique et la partie émotionnelle? Je n'en sais rien. Mais ce qui est clair, c'est que oui, il y a une corrélation. Donc nous essayons d'améliorer l'état physique et cela a des répercussions sur l'état mental. Probablement car les personnes parlent, vivent dans une autre ambiance et je trouve que c'est très positif. Ensuite, il y a les effets sur la nutrition. Alors, nous avançons beaucoup dans ce domaine en matière de nutrition.
en particulier avec les effets négatifs de certains médicaments. Donc nous comprenons mieux comment respecter votre traitement antifibrosant. Par ailleurs, il y a les traitements anti-reflux. Nous savons que beaucoup d'entre vous souffraient du reflux et ce n'est pas traité par des inhibiteurs de la pompe à protons. Les IPP sont efficaces pour diminuer l'acidité du reflux gastro-œsophagien, mais pour agir sur ce reflux gastro-œsophagien, nous devons nous attaquer à des faits nutritionnels afin de diminuer la quantité de reflux. Et petit à petit, des bonnes habitudes sont mises en place et ça ne coûte pas cher. Enfin, parlons des comorbidités, donc l'hypertension pulmonaire, telle que le tréprostinil qui permet d'y travailler, parce que c'est une comorbidité très connue de la FPI. Et enfin, la toux. Qu'en est-il de la toux? Pendant des années, plus de 10 ans, je me rappelle, au Brésil, en 2012, avant la fédération, mais nous travaillions déjà avec des associations de patients de différents pays. Et l'une des plaintes que nous entendions souvent, c'était comment contrecarrer la toux. C'est difficile de vivre sa vie avec cette toux permanente. Et donc, nous utilisons de la morphine à basse dose, parfois des aliments qui peuvent diminuer l'intensité de la toux. Mais maintenant, il y a des médicaments qui ont pour objectif de diminuer la toux avec de très bons résultats. Ils sont en phase 2 pour le moment d'essais cliniques et ils vont commencer leur phase 3 très bientôt. Et donc on voit qu'en 6 semaines, il y a une diminution de la toux et ce avec une corrélation statistiquement positive. Donc tout ceci nous donne de l'espoir. Parce qu'il y a beaucoup d'avancées en matière de traitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria. Je vous donne la parole, Hélène. Merci beaucoup de m'avoir demandé de participer à ce séminaire. C'est vraiment une belle époque pour la lutte contre la fibrose pulmonaire. J'aimerais parler des changements récents en ce qui concerne la FPI progressive. Donc, nous reconnaissons chez beaucoup de nos patients le fait que s'il n'y a pas de FPI, vous pourriez quand même avoir des cicatrisations dans les poumons qui empirent, donc de la fibrose pulmonaire progressive. Et on ne sait pas comment le traiter parce qu'on n'a pas beaucoup de connaissances médicales comme pour la FPI. Donc, comment s'assurer de donner le bon traitement à ces patients? Et donc, nous voyons dans beaucoup d'études que la fibrose pulmonaire progressive a des résultats qui ressemblent très fort à la FPI. Et c'est vraiment ce qu'on voit ici sur ce graphique. Ce sont des patients, le taux de survie des patients. En rouge, ce sont ceux avec la FPI et en bleu, ceux qui sont atteints de fibrose pulmonaire progressive qui n'est pas considérée fibrose pulmonaire idiopathique. Et vous voyez que la ligne est plutôt similaire. En ce qui concerne les patients atteints de fibrose pulmonaire progressive, ils viennent d'autres maladies, en général des problèmes liés au système immunitaire, le lupus, l'arthrose rhumatoïde, mais également des maladies telles que la sarcoïdose. Donc, il y a des personnes qui n'obtiennent pas le bon traitement finalement. Donc, comme Maria l'a dit, l'un des changements majeurs ces dernières années
pour assurer un traitement, une thérapie adéquate. Ce sont ces lignes directrices qui ont été publiées en 2022 pour la première fois dans le titre, comme vous le voyez. On n'incluait plus uniquement la fibrose pulmonaire idiopathique, mais également la fibrose pulmonaire progressive. Donc, pour tester ces traitements, eh bien, cela vient d'autres études, des plus petites études sur des groupes de patients qui connaissaient des états de fibrose pulmonaire non idiopathique. Par exemple, avec des patients atteints de sclérose systémique, ils avaient une fibrose, mais qui ne se développait pas. Et donc, en utilisant le nintedanib, en plus de leur traitement de sclérose, et évidemment le côté pulmonaire fait partie de cette maladie, on observait des bénéfices additionnels. Et donc vous pouvez voir que très rapidement, plutôt la vitesse de diminution de la fonction pulmonaire était diminuée de 2, divisée par 2. C'est un peu la même chose que dans les cas de FPI. Nous avons pu voir de tels effets secondaires, les mêmes, avec les nausées et diarrhées. Mais de manière générale, les traitements étaient bien tolérés et se faisaient en combinaison avec des immunosuppressions. Et donc, nous allons maintenant pouvoir envisager ces patients atteints de fibrose pulmonaire progressive. Et c'est de là que vient l'étude InBuild, avec un groupe de patients bien plus grand, avec différentes fibroses pulmonaires progressives. Donc, ils ont des maladies progressives, mais il suffisait qu'il y ait des cicatrices sur les poumons au niveau pulmonaire. Donc, ils étaient mis en différents groupes, soit la CVF qui est diminuée de plus de 10% ou des symptômes respiratoires qui empirent ou une combinaison des deux. Et donc, on voyait que les patients, dans la grande majorité, étaient dans les deux premiers groupes. Ils ont tous reçu du nintedanib par voie orale. Et ces patients, grâce au nintedanib, ont de nettement meilleurs résultats en ce qui concerne le ralentissement de la maladie si l'on compare au groupe placebo. Et donc, c'est un peu la même chose que ce que nous avons pu observer avec la FPI. Donc, non seulement la progression a ralenti, mais quand on observe d'autres risques pour ces personnes atteintes de fibrose pulmonaire, eh bien, on voit un ralentissement, par exemple, dans les admissions à l'hôpital ou dans de situations des effets, des symptômes de ces fibroses qui empirent. Ces traitements, ensuite, ont été approuvés par les agences européennes et britanniques du médicament. C'est devenu presque un standard dans le traitement. Il y a d'autres études qui ont évalué le pirfénidone. C'est une étude assez petite avec un traitement pendant 16 semaines pour voir s'il y avait une certaine sécurité du médicament lorsque c'était donné en combinaison à des thérapies immunosuppressives. Donc, on ne cherchait pas vraiment à tester l'efficacité, mais simplement de savoir si c'était sûr d'administrer ce médicament en combinaison avec leur traitement. Alors, des études ont envisagé la pirfénidone alliée à des maladies rhumatoïdes. Donc, ce sont des patients qui n'ont pas spécialement une fibrose progressive, mais qui ont en tout cas une fibrose pulmonaire. Et cette étude s'est faite pendant la pandémie et malheureusement la pandémie a interféré beaucoup, a influencé beaucoup les résultats. Donc nous n'avons pas pu atteindre les résultats de l'étude, mais cela a montré que la pirfénidone diminue le déclin, la vitesse du déclin de la CVF. Un peu comme nous le voyons dans les études sur la PFI. Donc vous pouvez voir ici que les patients traités ont une CVF qui a diminué de 66 millilitres plutôt que 146 sous placebo.
Au Royaume-Uni, malheureusement, le traitement n'a pas été approuvé dans l'utilisation pour la fibrose pulmonaire, mais les décisions dépendent des différents pays. Pourquoi je vous parle de ceci? Eh bien, la façon dont nous traitons les maladies pulmonaires liées à des maladies immunodépressives a changé. Maintenant, il y a des recommandations d'utiliser la pyrphénidone lorsqu'il y a des maladies rhumatoïdes avec maladies pulmonaires interstitielles. Nous avons également envisagé ce médicament dans d'autres fibroses. À nouveau, c'est une étude, l'étude RELIEF, qui a été fortement impactée par la pandémie. Donc, nous n'avons pas pu atteindre les résultats primaires de cette étude. Cependant, nous avons pu montrer que la pyrphénidone permet de diminuer la vitesse de progression de la fibrose pulmonaire chez ces patients. Alors, qu'en est-il pour ce nouveau médicament pour lequel on entend l'autorisation de mise sur le marché pour l'Europe et le Royaume-Uni? Alors, c'est nérandomilast, et comme cette étude précédente, on a donné cela aux patients qui avaient une maladie pulmonaire progressive, et donc ils avaient le nintedanib précédemment et pas pyrphénidone. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que quand ils étaient sur le traitement à 18 mg ou 9 mg 2 fois par jour, ça a pu réduire le taux de déclin de la fonction pulmonaire par rapport à ceux qui n'étaient pas sous traitement. Et donc on voit que c'est démontré ici que ça ralentit la progression et que c'est très semblable à ce qu'on a vu avec les études sur la fibrose pulmonaire précédente. Et ce traitement peut réduire le risque d'autres événements comme l'hospitalisation et l'exaspération de la fibrose pulmonaire. Et donc au Royaume-Uni, on devrait avoir une approbation rapidement et on pourra utiliser cela en association avec les antifibrosants pour les patients qui ont une fibrose pulmonaire progressive. Alors, que va-t-il arriver ensuite? Ce sont des essais cliniques dont vous avez peut-être entendu pour la PFI, parce qu'il y a de nombreuses similarités entre la fibrose pulmonaire progressive et interstitielle, et donc on essaye ces thérapies dans toutes ces maladies. Et donc, il y a l'étude mixte qui regarde du pyrphénidone nébulisé pour les patients qui avaient nintedanib pour leur fibrose pulmonaire. Il y a eu des données récentes qui montrent que dans les études précédentes, ce traitement devrait réduire le déclin, et donc on pense que ce sera la même chose pour les patients qui ont une fibrose pulmonaire progressive. Et donc, l'étude BMS dont j'ai déjà parlé est en phase 2 pour la fibrose pulmonaire progressive, et on voit que ceux qui ont le traitement peuvent ralentir le déclin. Et donc, c'est maintenant une étude de phase 3 de plus grande ampleur à laquelle on participe et dans de nombreux sites dans le monde. Et on voit que ça devrait être une autre thérapie qui sera couronnée de succès pour la FPP. Et il y a encore une étude en phase 3 qui l'étude de Téton qui va se pencher sur cette FPP. Et donc, il y a de nombreux traitements qui pourraient être utilisés pour la FPI, mais également pour la FPP. Et alors, je voulais simplement me demander pourquoi est-ce que tous ces développements sont arrivés, parce qu'il nous a fallu 10 ans pour avoir une nouvelle thérapie pour la FPP. Et donc, on a changé certaines approches qu'on avait utilisées pour étudier et comprendre les mécanismes de la fibrose pulmonaire. Et je vais vous montrer quelques exemples de ces techniques ici. Donc, une des choses qu'on peut faire maintenant, c'est cultiver les cellules épithéliales. Ce sont les cellules qui sont sur les alvéoles des poumons. On peut les cultiver ces cellules de patients, et on peut les cultiver dans des boîtes de pétri et faire ce qu'on appelle un organoïde. Et c'est un petit peu comment reproduire le travail de ces alvéoles. Et donc on peut utiliser ça aujourd'hui pour ajouter une autre cellule ou tester des composants de nouveaux traitements pour voir s'il va y avoir une efficacité pour traiter la maladie. De même,
On prend maintenant des échantillons de la fibrose pulmonaire et on prend cela dans des modèles où on prend des tranches très très fines et on les met dans une interface liquide pour reproduire la situation du poumon et on a la même chose dans nos poumons et ça permet de développer les cellules et donc on reproduit cette petite chambre si vous voulez et on expose ça donc soit à des virus soit à des produits chimiques qui peuvent causer la fibrose et on utilise ça pour tester les effets de certains médicaments. Donc ça nous a permis de voir la fibrose pulmonaire différemment. Il y a de nouvelles technologies, ça veut dire qu'on peut séquencer l'ADN et l'ARN à partir de ces cellules pour en savoir davantage sur leur fonction et sur la manière dont elles se comportent. Et donc il y a de grandes avancées dans le mécanisme de fibrose pulmonaire et ce qu'on en sait. Et donc nous avons compilé cette petite représentation schématique pour vous montrer que c'est un équilibre de toutes les expositions qu'on peut avoir au cours de la vie à travers des facteurs de risque qu'on peut avoir. Certains sont génétiques, mais le plus grand facteur de risque, c'est qu'on vieillit tous et ça, on ne peut pas l'arrêter. Et c'est l'interaction de tous ces facteurs, non seulement pour affecter les cellules qui sont sur les parois des alvéoles, mais également les vaisseaux sanguins ici. Et ça affecte les cellules du système immunitaire qui sont recrutées pour ces zones de blessure. Et comme on en a déjà parlé parce qu'il y a de nombreux autres mécanismes ici, il y a un besoin de traitement pour cibler toutes ces voies. Donc il n'y aura pas un seul traitement pour la fibrose pulmonaire, mais on aura besoin de différents traitements pour s'attaquer à différentes parties. Et maintenant, je voudrais vous donner des informations sur ce qui pourrait arriver à l'avenir parce que je crois que c'est véritablement excitant pour nous de développer un médicament qui compte des millions de dollars, d'euros et ça prend très longtemps, parfois ça prend 10 à 15 ans. On a beaucoup de développements récents, en particulier avec l'intelligence artificielle qui arrive dans notre vie partout et qui influence notre travail. Et c'est dans la médecine au Portugal, non seulement pour analyser les radios, les scanners, mais également dans les essais cliniques pour évaluer si le médicament fonctionne, montrer des changements de scanner et on l'utilise de manière parfois très innovante. Et on peut utiliser l'IA pour essayer d'identifier de nouvelles thérapies. Alors ça, c'est juste un exemple dans le monde de la fibrose pulmonaire. Ce qu'a fait cette entreprise ou ce groupe de chercheurs, c'est qu'ils se sont penchés sur toutes les données disponibles dans le domaine public qui ont été publiées sur les mécanismes de la fibrose pulmonaire, des analyses de toutes les cellules du poumon et ont remis tout cela ensemble et ont utilisé l'IA pour analyser, pour essayer de trouver des cibles de traitement pour la fibrose pulmonaire. Ils ont trouvé de nombreuses cibles et ils ont essayé de voir s'ils pouvaient voir ça dans des modèles animaux de fibrose pulmonaire. Ils ont pu les identifier également. Donc, il y a une cible qu'ils ont identifiée, ils l'appellent TINIC. Donc, ça régule les cellules, mais beaucoup de processus inflammatoires dans le poumon également. Donc, ils ont identifié ça en utilisant l'IA. Ensuite, ils ont utilisé l'IA pour concevoir ou trouver un inhibiteur pour ces cellules, pour ce processus et ils ont pu identifier ce traitement qui s'appelle Wintercertep. Alors, je suis désolée, mais ils n'ont pas de nom facile à prononcer. Et donc, ce qu'ils ont découvert, c'est un modèle animal de fibre pulmonaire. En utilisant ce composant chez l'animal, ils ont pu inverser la fibrose ou la réduire. Et donc, ils l'ont introduit dans des essais cliniques chez des volontaires en bonne santé et des patients qui fument. Et il semble que ce soit sans danger. Donc ça, ce sont les données de phase 2 sur un groupe de 120 patients qui ont une fibrose pulmonaire. Et donc, ça a été comparé au placebo, c'est ce groupe ici. Ensuite, 3 doses différentes de traitement. Et on regarde les changements dans les
la CVF. Et donc, pour le placebo, il n'y a pas de différence dans le déclin de la CVF. Mais pour les patients qui avaient une dose supérieure, non seulement il n'y a pas eu de déclin, mais on a pu voir une augmentation de la CVF. Alors, c'est difficile de déterminer ce que ça signifie, mais c'est assez excitant parce que tous ces développements se sont produits sur 30 mois. Donc, ils ont réduit le temps qu'il faut pour que le médicament arrive en cette phase d'essai, ça veut dire qu'économiquement, c'est plus intéressant aussi. Et je pense que c'est un domaine très excitant et je pense qu'on va avoir beaucoup plus de développement de ce genre à l'avenir. Un autre domaine qui me paraît très excitant également, c'est comment on utilise et comprend le système immunitaire et sa réponse dans la fibrose pulmonaire. Vous savez que le système immunitaire nous aide à nous battre contre les infections, mais également lutter contre le cancer. Et dans le traitement du cancer, on utilise des immunothérapies pour traiter le cancer. Donc un groupe de chercheurs voulait voir s'ils pourraient utiliser ça pour essayer de traiter la fibrose pulmonaire. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une grande entreprise pour essayer de trouver des peptides ou des petites protéines qui sont exprimées sur les cellules qui apparaissent au système immunitaire. Donc les cellules T qui sont très importantes pour la réponse aux agressions et au cancer. Et donc ils utilisaient cette technique, l'immunopeptidome, pour trouver des peptides ou des protéines dans la fibrose qui seraient exprimées dans ces cellules T. Et donc, ils ont trouvé de nombreuses cibles et à travers un processus de sélection, ils ont identifié 3. Ensuite, ils les ont utilisés pour faire un vaccin. Donc, ils ont intégré ces peptides dans un vaccin et ils ont donné cela dans un modèle animal de fibrose pulmonaire. Ensuite, ils ont vacciné ces animaux et ils les ont exposés à ce qui cause la fibrose pulmonaire. Et ils ont découvert que ces animaux n'ont pas développé le même niveau de fibrose pulmonaire. Ce que suggèrent ces résultats, c'est qu'en utilisant ce vaccin, on pourrait combattre cette fibrose pulmonaire par le système immunitaire. Donc, ce sont vos cellules T qui pourraient enlever ou tuer ces fibroblastes très actifs qui sont impliqués dans la fibrose pulmonaire. Ça a été fait que chez l'animal pour l'instant, mais je crois que c'est un concept très intéressant parce que c'est ce que la biologie du cancer a fait depuis de nombreuses années et je crois que c'est un domaine où on va apprendre beaucoup plus à l'avenir pour les maladies chroniques comme la fibrose pulmonaire. Donc, je vais terminer en vous disant que dans nos 2 présentations, on vous a montré que ces 20 dernières années, mais en particulier ces 15 dernières années, il y a eu de grands progrès dans la manière dont on traite la fibrose pulmonaire qui ont amélioré la survie des patients avec cette maladie. Mais on veut plus. On veut arrêter la fibrose et ce qu'on veut véritablement, c'est inverser la fibrose. Et je crois que certaines nouvelles technologies que l'on a maintenant nous aident à nous rendre compte que ce sera plus réalisable qu'on le pensait. Et entre-temps, nous avons de meilleures thérapies pour traiter la fibrose pulmonaire, mais également des traitements qui permettent de traiter les symptômes qui étaient très difficiles à gérer. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je crois que on devrait avoir de bonnes discussions sur certains de ces concepts. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci Hélène. Alors, nous avons eu donc une explication très complète de ce paysage de la fibrose pulmonaire. Donc, c'est pas très nouveau pour moi, mais je crois qu'il y avait un article qui concerne la qui s'appelle Vaccination pour l'AFP. Donc la dernière étude dont je viens de vous parler, comment forcer notre système immunitaire à lutter contre la fibrose avec un vaccin, c'est un article qui a été publié. Ce pourrait être une nouvelle approche pour gérer la fibrose pulmonaire. Donc peut-être que la génération suivante pourra en bénéficier. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Natacha?
Non, non, apparemment non, pas de questions en ligne. Est-ce que quelqu'un dans la salle aimerait poser une question? Nous avons des micros, me semble-t-il. Pas de questions. Jean-Michel devant et une dame à côté. Merci beaucoup pour cet horizon des traitements. Ça nous donne beaucoup d'espoir, ça c'est clair, mais il y a encore trop de patients qui meurent de fibrose pulmonaire. Vous n'avez pas parlé des traitements précoces. Est-ce que vous avez des données à ce propos? Parce que on observe en généralement que quand les gens sont traités tardivement, est-ce que vous pourriez peut-être éloigner un petit peu votre micro? Oui. Donc, est-ce que vous avez des données sur l'efficacité d'un traitement précoce avec tous ces médicaments, tous ces traitements? Alors, c'est une très bonne question parce que je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves en ce qui concerne le traitement précoce, mais bien sûr, il y a des preuves que le retard de traitement est associé à une survie plus courte. Et donc, même s'il n'y a pas de preuves, il est clair que depuis 12 mois, on a beaucoup travaillé à essayer d'identifier plus précocement, pour traiter plus précocement. Mais il y a un essai clinique qui devrait identifier pour certaines formes sans symptômes, euh, pour entamer le traitement avec le nérandomilast pendant 2 ans, c'est préférable plutôt que d'attendre. Et donc, je pense que ça va nous donner beaucoup d'informations sur ce que l'on doit faire dans le cas où on peut identifier plus précocement, alors avec des connaissances sous-cliniques ou si on a de l'ILD, en particulier la FPI, avec des formes familiales par exemple. Et donc je pense que petit à petit dans notre pratique, nous allons traiter plus tôt. Parce qu'on sait qu'avec les traitements antifibrosants, avec une approche globale, en agissant sur le reflux gastrique et beaucoup d'autres choses dont le patient peut souffrir, que tout cela peut faire empirer la maladie. Et donc, si on traite ces problèmes qui peuvent avoir un impact sur la progression de la maladie, on pense qu'on aura un meilleur effet. Donc, il y a 15 ans, c'était impossible, ou même il y a 10 ans encore, c'était impossible parce qu'on n'avait pas de possibilité de diagnostic précoce. Mais à l'heure actuelle, nous avons de nombreux programmes pour de l'identification précoce et ça veut dire qu'à ce moment-là, on aura une fenêtre de traitement où le patient n'aura pas sa fonction pulmonaire réduite et pas de qualité de vie réduite non plus. Et donc, on devrait pouvoir stopper la maladie sans impact clinique. Mais il faudra donc se tourner vers ces traitements précoces. Donc, plus vous pouvez traiter tôt, plus vous pouvez protéger les poumons. Oui, exactement. Il faut travailler sur la création des preuves de recherche parce que pour l'instant, il n'y a pas de preuves dans la recherche en faveur de ce traitement précoce. Mais dans nos pratiques cliniques, je crois que on observe cette tendance et que on devrait pouvoir le démontrer dans les années qui viennent. Alors, c'est une chose qui est revenue récemment. Est-ce que ça peut prolonger la vie ou pas? Et je crois que c'est cette question qui est posée de plus en plus. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les preuves? Aucun des essais cliniques ne voit la prolongation de la vie comme une issue parce que ce serait trop longtemps d'obtenir ces résultats. Mais on a besoin d'un grand nombre de patients à recruter et donc ça devient infaisable en termes d'études. Beaucoup de données maintenant sur l'effet de ces traitements sur la survie viennent d'études, des gens qui sont en études depuis longtemps à travers des registres dans les pays et dans le monde entier. Et nous voyons effectivement que
quand on est traité, ça prolonge la vie. Mais il y a de grands écarts vis-à-vis de la réaction au traitement chez les individus. Et donc ça, c'est la difficulté. Pour l'instant, on n'a rien que l'on puisse utiliser dans nos cliniques en disant voilà quel est le meilleur traitement pour vous. Mais c'est également voilà comment votre maladie va évoluer dans le temps. Donc on a besoin les biomarqueurs qu'on utilise, si vous voulez, sont des changements de fonction pulmonaire ou sur le scanner. Mais c'est trop tard parce qu'au moment où ça arrive, vous avez déjà perdu 10% de votre fonction pulmonaire, vous avez 10% de fibrose au scanner. Donc on a quelque chose de plus sensible et c'est la raison pour laquelle on utilise l'IA pour voir des changements subtils dans les scanners et il y a beaucoup de travail pour examiner des biomarqueurs potentiels pour faire peut-être une prise de sang qu'on pourrait utiliser parce que plus les traitements vont devenir disponibles en tant que clinicien, on ne saura pas comment les utiliser en combinaison pour les patients et on ne veut pas donner aux patients beaucoup d'effets secondaires quand on essaie de trouver la bonne combinaison de traitement pour vous. Et donc on a vraiment besoin de bons biomarqueurs pour savoir quelle est l'efficacité des traitements. Et je crois que ça... Alors, on a parlé d'étudier des familles. Au Royaume-Uni, maintenant, on a un programme de dépistage du cancer du poumon et on récupère des patients qui ont des changements très précoces de maladies pulmonaires interstitielles et que l'on voit certaines choses sur leur scanner. Et donc, entre 4 et 10% des personnes qui sont testées pour le cancer du poumon ont ces anormalités sur leur scanner. Et donc, on ne sait pas quoi faire avec eux parce qu'on ne sait pas si ça va progresser ou pas. On n'a pas la capacité dans les cliniques de voir tous ces gens et on ne sait pas combien de temps il faut les suivre. Donc, on a vraiment besoin de biomarqueurs pour nous dire, vous avez eu ces changements, ça ne va rien changer, vivez votre vie, vous n'avez pas besoin de ces traitements qui ne sont pas nécessaires. Ou alors dire, on a besoin de vous traiter maintenant pour que ça n'empire pas. Voilà ce sur quoi on doit travailler. Merci. Très bonne question. Eleni. Je voudrais poser une question. Je crois que Alors, Jean-Michel est plus grand que moi, donc moi, je vais me lever. Oui, j'ai le même problème. J'ai une question similaire d'un patient en Grèce. Nous avons beaucoup de discussions avec les patients. Alors, nous avons 2 patients sur nintedanib et pyrphéridone et je voudrais savoir comment les médecins peuvent décider quel traitement choisir et pourquoi prendre celui-ci ou celui-là. C'est ma première question. Deuxième question. En général, je ne m'arrête pas. On a remarqué. Donc, deuxième question. J'ai bien écouté tout ce que vous avez dit. Ça nous donne de l'espoir. Si le nouveau traitement nérandomilast et les autres, je ne me rappelle même plus leur nom, mais je voudrais vous demander, est-ce que on peut prendre ce nouveau médicament avec un ancien traitement nintedanib ou pas, ou alors est-ce qu'il faut en choisir un? Et je ne sais pas ce qui va se passer avec le système de soins de santé si on peut avoir 2 produits de traitement. Est-ce qu'on peut prendre ces 2 traitements ensemble? Je n'ai pas bien compris au début. Et troisième question. Un instant.
Ce que vous avez dit concernant le vaccin, c'est très impressionnant. Et je voudrais vous demander comment est-ce qu'on fera si on ne sait pas quelle est la cause de la maladie? Qu'est-ce qui cause la fibrose pulmonaire? Je n'ai pas. Est-ce que vous savez ce qui cause la fibrose pulmonaire? Alors, qui souhaite répondre à la question du choix du médicament pour le patient? Alors, je pense que c'est probablement semblable pour les pays dans tous les pays. Nous en discutons avec le patient sur le type de vie, les problèmes de santé, pour essayer de déterminer quel est le meilleur traitement pour eux, parce que ils sont tous les deux aussi efficaces pour ralentir la progression. Il n'y a pas un qui ralentit plus que l'autre, mais ils travaillent différemment et donc ils ont des effets secondaires différents. Et donc on essaie de trouver celui qui est le plus adapté au patient selon son état de santé. Avec nintedanib, il faut faire attention si les gens ont des problèmes cardiaques ou des anévrismes ou autres, parce qu'il y a un risque pour le cœur, alors qu'avec pyrphénidone, on ne peut pas l'utiliser si vos reins ne fonctionnent plus bien. Donc voilà un petit peu les choses qu'on évalue, on essaie de décider du traitement. En Angleterre, on a une autre complexité, c'est que on a des niveaux de CVF vis-à-vis du niveau de traitement. Donc ça peut être différent d'un pays à l'autre, mais en général, on discute avec le patient pour déterminer quel est le traitement qui sera le plus adapté selon le mode de vie et les conditions, l'état de santé. Et pour le nérandomilaste, quand la décision sera prise de pouvoir le prescrire, alors est-ce que vous devrez prouver que le nintedanib ne fonctionne pas ou... Alors on espère, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir, mais on espère pouvoir l'utiliser comme un traitement à ajouter pour ceux dont la maladie progresse en dépit du traitement qu'ils prennent. Donc voilà ce qu'on espère. Il y aura des gens qui ne pourront pas tolérer ni l'un ni l'autre, et à l'heure actuelle, si vous ne tolérez pas pyrphénidone ou nintedanib, la seule proposition, c'est un essai clinique à condition que vous puissiez le supporter, parce que si aucun d'entre vous n'a participé à une étude, vous ne savez peut-être pas que les critères d'entrée dans les études sont très étroits. Et on ne peut pas laisser entrer tout le monde. Donc on espère que si vous ne pouvez pas supporter pyrphénidone ou nintedanib, qu'on pourra utiliser nérandomilaste comme traitement unique. Voilà ce qu'on espère. Mais Marie espère cela également, mais au Royaume-Uni, on ne sait pas encore tant qu'on n'aura pas les directives de l'État. Alors, ça dépend de pays à l'autre, mais je suis d'accord avec Hélène sur l'autonomie, la décision du patient sur des effets secondaires éventuels d'une thérapie ou l'autre, donc pour la décision entre nintedanib et pyrphénidone. Mais je dois dire que les deux traitements ne sont plus sous brevet, donc les prix ont beaucoup baissé, parfois de 90% dans certains pays. Et donc, ça facilite le fait de pouvoir associer les médicaments. Alors, il y a l'Agence européenne du médicament, ensuite il y a l'approbation du pays. L'inclusion de la combinaison de traitements, je pense, sera plus facile que ce qu'on pensait il y a un an à cause de la baisse de prix de ces médicaments, comme je l'ai dit. La réduction de 80-90% du prix, ça va beaucoup aider. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que il faut comprendre qu'il y a des effets secondaires possibles. Et pour 20% des patients, pour la FPI ou FPP, ne tolèrent pas les produits qui sont sur le marché pour l'instant. Certains d'entre vous les ont tolérés au début et ensuite, après plusieurs années, ils ne tolèrent plus. Donc, une fois
Si vous ne tolérez pas nintedanib, pirfénidone, si vous avez une troisième option en tant que monothérapie, ce qui est important, c'est que tous les patients puissent avoir un antifibrosant pour la FPI ou à la FPP, puissent être tous sous traitement. Et ensuite, idéalement, bien sûr, ça dépend des biomarqueurs, mais si on n'a pas de biomarqueurs, alors il faut comprendre en tant que médecin quelle est la genèse et qu'est-ce que l'on peut arrêter. Et il faut comprendre ce que fait le patient en général. Par exemple, en Espagne, beaucoup de patients, entre maintenant et octobre, ils vont souvent à la plage. Avec pirfénidone, on a de la sensibilité au soleil. Donc, on sait qu'il y a un problème avec le soleil avec pirfénidone. Donc, si le patient habite près de la mer, avec cet effet secondaire, on va peut-être choisir nintedanib. Si le patient a des problèmes de diarrhée, alors on peut essayer le nérandomilast. Le type de combinaison d'association sera très intéressant parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un effet également sur l'hypertension pulmonaire. L'hypertension pulmonaire peut arriver dès le début du diagnostic de la fibrose pulmonaire, donc peut-être que ce serait un profil de patient intéressant pour commencer ce médicament, mais on verra parce qu'il faut des registres de patients et il faut plus de preuves scientifiques pour vous donner une bonne réponse. Est-ce que j'ai raison de penser qu'avec nérandomilast, on s'attend à avoir un ralentissement de la fibrose pulmonaire? C'est bien ça? Mais l'avantage, c'est qu'il y aura moins d'effets secondaires, c'est ça? Donc, pour l'instant, il y a des gens qui ont abandonné nintedanib, peut-être qu'ils l'ont utilisé pendant 2 ans, mais ils ne peuvent plus le prendre parce qu'ils ne le supportent pas. Et donc, avec nérandomilast, peut-être que vous arriverez à le prendre pendant 5 ans, et donc vous aurez un bénéfice pendant 5 ans, plutôt que de pouvoir le prendre seulement pendant 2 ans à cause des effets secondaires. Alors, je crois que ce sera très important de suivre les gens sous ces traitements pour avoir des preuves du monde réel. Et ensuite, on saura comment c'est toléré et quels sont les effets sur la survie à long terme. Une question à ma gauche. Une question très rapide. Tout d'abord, merci pour ces présentations de grande qualité. J'ai une question. Maria, vous avez dit pendant votre présentation, vous avez discuté de l'intelligence artificielle. Quel impact aura-t-elle sur le développement des maladies, le temps que cela prend, mais également sur le processus d'approbation du médicament? Je pense que l'intelligence artificielle est déjà là, mais il faut apprendre à l'utiliser. Hélène a montré le temps nécessaire entre l'identification d'un traitement et son passage par la phase 1 d'un essai clinique. Il faut comprendre que les personnes qui gèrent l'IA sont très importantes. Les personnes qui utilisent l'IA, ce sont eux qui permettront d'identifier les bonnes réponses. Car le résultat dépend souvent de la question que vous posez. Donc, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, elle peut par exemple aider à lire les scanners automatiquement pour les traitements. Cela permettra d'améliorer les scénarios de fibrose pulmonaire, je n'en doute pas. Votre question? Oui. Il me semble que vraiment il y a beaucoup de choses prometteuses
Donc, moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la stratégie du traitement à l'avenir. Est-ce que des combinaisons de thérapie deviendront vraiment la norme à suivre? Oui, je pense. Je pense que pour la FPI, ce sera déjà le cas. Nous allons lancer les combinaisons de plus en plus. Pour le FPI, il y a dans le neuroendomylast, on voyait un critère qui n'évoluait pas, donc on peut avoir différents patients qui sont inclus dans les essais cliniques. Donc ça va commencer d'abord avec le FPI, je pense, la FPI, et ensuite, en fonction du coût financier, nous étudierons une monothérapie, une deuxième monothérapie et puis la troisième possibilité. Mais ce sera à l'avenir, mais nous avons besoin de meilleures connaissances en ce qui concerne la sûreté du médicament et de savoir également quelles sont les meilleures options. Il n'y a pas, pour le moment, pas de comparaison entre les différentes options en fonction des différents profils de patients. Rappelons-nous que cet ensemble de traitements, qui est incroyable, vient des efforts considérables que vous avez consentis en tant que représentant des patients. Lorsque vous avez défendu ces traitements devant la Commission européenne, les patients, les représentants des patients ont réussi à pousser, à faire pression pour qu'il y ait des investissements dans les maladies rares. Et c'est grâce à ce combat que la Commission européenne a financé les recherches dans ces maladies. Donc c'est grâce à vous. Et nous oublions souvent de le dire. Mais depuis 2012, plus ou moins, je me rappelle en 2012, cet effort énorme. En 2016, les choses ont commencé à changer et cela a eu beaucoup de bénéfices pour différents traitements. Cet espoir, c'est aussi votre travail. Oui, le pouvoir des patients, on peut dire. Nous allons à l'arrière de la salle et puis nous reviendrons ici à Stéphane. J'ai eu une réunion en ligne avec des patients FPI. Et ce que j'entends ici dans cette salle, c'est que la fibrose pulmonaire progressive est assez similaire à la FPI. Donc, est-ce que je pourrais peut-être inclure les patients FPF dans mes réunions FPI? Puisque finalement, nous parlons de maladies, d'émotions, des proches. Et ils sont également invités à ces réunions d'ailleurs. Donc, puis-je inclure les fibroses progressives dans ces discussions? Donc, moi, je suis patient, je ne suis pas un médecin. Oui, je dirais oui. Ma réponse serait oui, assez facilement. Car beaucoup des défis des patients FPI sont exactement les mêmes que pour ceux atteints de fibrose pulmonaire progressive. Donc, je pense qu'il y a vraiment des connaissances à partager entre ces différents patients. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, nous essayons à ce sommet et également dans nos actions, dans ma propre organisation au Royaume-Uni. Il y a depuis quelques années, nous nous assurons de ne pas simplement discuter de FPI. Et d'ailleurs, on parle d'action pour la fibrose pulmonaire, pas uniquement la fibrose pulmonaire idiopathique. Et parce que c'est finalement des maladies qui sont vécues de la même façon. Vous aurez peut-être des problèmes différents à cause de votre maladie qui sous-tend votre fibrose pulmonaire, mais vous allez quand même expérimenter cette fatigue, vivre dans les mêmes situations. Donc c'est important que vous vous sentiez membre de la communauté. Stéphano, on pourrait apporter un micro, s'il vous plaît? Ah, pardon. Tom, puis Stéphano. Deux questions assez rapidement.
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Merci pour le travail effectué. Je pense que tout le monde dans la salle sera d'accord. C'est encourageant. Il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné. J'aimerais vous poser cette question. Quand pensez-vous que neurodominast pourra être prescrit à des patients au Royaume-Uni? Ce serait ma première question. Et ma deuxième question, quand pensez-vous que nous pourrons finalement voir un traitement qui ralentit vraiment ces maladies chez les patients? Alors, au Royaume-Uni, je pense que l'Agence du médicament va effectuer la révision en septembre. Donc, normalement, fin d'année, nous aurons une réponse. Il y a beaucoup de travail qui a été effectué pour soumettre à l'approbation ce médicament. Mais comme vous le savez, il y a déjà eu d'autres tentatives. Parfois, les médicaments ne sont pas approuvés au premier essai. Il faut parfois essayer à plusieurs reprises. Mais voilà, c'est en septembre que l'analyse sera effectuée par l'Agence du médicament. D'autres questions? Vous aviez une deuxième question, n'est-ce pas? On peut passer à Stéphano après? Je pense que la deuxième question, c'était de savoir combien de temps cela prendrait. Alors, moi, j'avais toujours pour habitude de dire que j'aurais pris ma pension avant que nous ayons des résultats. Ça peut sembler long, évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. La technologie a évolué. Nous apprenons à utiliser la technologie de manière plus efficace. Et cela va avoir des répercussions sur ce que nous faisons, va réduire le temps nécessaire du développement de médicaments, mais également pour identifier les cibles, les traitements, passer à l'essai clinique. La question est de savoir si ce sera suffisamment efficace dans le traitement de la maladie. Donc, il reste encore des incertitudes. Nous allons pouvoir avoir un processus qui fonctionne plus facilement, mais il faudra peut-être encore du temps. Alors, Stéphano, oui, une autre question. En ce qui concerne la cause de la FPI, c'est une liste de différentes causes, vous pensez? Ou existe-t-il encore des recherches qui essayent de trouver une autre cause? Question complexe, celle-ci. Alors, nous devons faire la différence entre la cause et la pathogénèse. Nous savons ce qu'il se passe lorsqu'il y a un aggravement de la fibrose. Donc ça, nous connaissons bien le système maintenant. Et c'est comme cela que nous avons mis en place des antifibrosants. Mais le départ, la cause, pour le moment, nous disons toujours qu'il s'agit d'une prédisposition génétique et de facteurs environnementaux ensemble. Il y a quelque chose qui déclenche l'expression de gènes qui, normalement, servent à la réparation des poumons. Mais s'il n'y a pas de lésion pulmonaire, il n'y a pas de besoin de le réparer. Nous le savons parce qu'il y a des familles, il y a des formes familiales de PFI. Cela représente environ 20% des patients. Donc nous comprenons qu'il y a une prédisposition génétique, clairement, qui seront donc représentés dans plusieurs membres d'une famille. Mais un sujet peut développer la maladie à 50 ans, l'autre à 70 n'aura pas encore développé la maladie. Et on peut avoir une personne encore dans cette même famille qui développe une autre maladie pulmonaire interstitielle. Donc le développement dépend des facteurs environnementaux.
Jusqu'à il y a 10 ans, nous n'avions aucune idée à ce sujet, mais aujourd'hui, nous connaissons un peu mieux les impacts, les causes. Il y a beaucoup de recherches pour mieux comprendre ce qui est lié à l'expression des gènes. Une fois que nous aurons une meilleure compréhension, nous pourrons peut-être même prévenir cette maladie pour les générations à venir. Stan, de Chicago. Scott Skazik, à la tête de la Fédération de la fibrose pulmonaire aux États-Unis. Donc, on a eu l'approbation du neurodomilast pendant une courte période aux États-Unis et le système de soins de santé aux États-Unis est bien différent. Mais nous observons que les patients parfois arrivent à obtenir une prescription pour une combinaison de traitements sans trop de problèmes et certains malades assurés veulent essayer le générique avant d'aller vers une marque. Donc la situation est très particulière aux États-Unis. Tout change d'un État à l'autre. Donc le parcours des patients est très différent. Et ce que je voulais dire, je voulais répondre à la question de Jean-Michel en fait. En ce qui concerne le diagnostic précoce, traitement précoce, c'est quelque chose de tout nouveau. Mais l'Institut qui travaille sur les maladies pulmonaires aux États-Unis lance un programme pour l'analyse précoce de la fibrose pulmonaire. Donc, pour essayer de préempter la fibrose pulmonaire. Alors, je rencontre leurs équipes tous les trimestres et l'objectif de cet institut est d'envisager les options de traitement précoce pour les patients. Donc, c'est une étude de plusieurs années, 5, 6 ans certainement. Mais ils vont financer beaucoup cette recherche, donc maintenez-vous au courant. Alors, on va devoir terminer, conclure. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Hélène, merci à Maria. C'était une belle discussion.